Pour notre invité, Monsieur Derrien. Oui, bonjour Monsieur Darien, Nicolas de ParisTeam.fr, un site sur le Paris Saint-Germain. Oui. J'aimerais savoir déjà votre avis sur le match hier, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites. Sur, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y avait cette faute sur Sirigu, sur le deuxième but stéphanois, et est-ce que l'expulsion de Lemoine elle est totalement justifiée? Écoutez, moi j'ai vu le match en direct comme français hier soir. Il faut quand même rappeler que l'arbitre en live, c'est-à-dire qu'il n'a pas de ralenti, il va prendre sa décision immédiatement. Donc c'est un peu plus difficile. Et donc, bon, moi quand j'ai vu le but, on a le sentiment à peut-être réel que Sirigu c'est un peu trop, si j'ose dire, dans un premier temps. Et c'est plutôt, il vient à la demande de son défenseur, il y a l'attaquant un peu devant. Après, peut-être dans un second temps, il y a peut-être un petit accrochage, enfin, c'est un peu retenu, enfin, c'est pas très clair. Moi, je prends, enfin, mon avis, ce but me paraît assez valable. Voilà. Ça ne m'a pas choqué, quoi. J'en dirais. Après, concernant l'exclusion de Lemoine, il a déjà pris un premier carton jaune mérité. Il a fait une deuxième faute assez grosse avant son exclusion. Et ensuite, il y a cette faute-là qui commet dans le rond central, enfin, au centre du terrain, sur un Parisien. Et ce qui a interpellé tout le monde, c'est qu'il a resté à terre parce qu'il a pris un choc à l'arcade sourcilière. A priori, c'est l'arcade sourcilière flattée. Mais c'est vrai que ce qui a interpellé les gens, c'est qu'ils sortent, qu'ils soient exclus et qu'ils quittent le terrain la tête ensemble. C'est ça qui, à mon avis, a un peu alerté un peu tout le monde. Et quand on revoit les images, le sentiment, la faute, c'est lui qui commet la première faute. Donc la faute elle existe, devant l'arbitre estimait que c'est une faute d'anti-jeu, et comme c'était son deuxième avertissement, donc il a exclu. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé, vu que vous avez vu le match, de la prestation de Monsieur Buquet qui avait l'air de bien gérer ce match malgré l'intensité et... D'abord, un petit mot, c'est pas lui qui était prévu sur ce match. Non, c'est Monsieur Stéphane Lannoy, c'est ça? C'était Stéphane Lannoy qui a été désigné, mais Stéphane Lannoy a arbitré un match de Europa League dans la semaine, et a priori, c'est blessé, enfin, il ressentait une pointe au mollet, j'ai vu ça ce matin dans le Parisien, donc M. Buquet qui était prévu à Toulouse contre Rennes, a donc changé de match, a donc été désigné sur ce choc Saint-Étienne Paris Saint-Germain. Donc il a été prévenu peut-être 2 jours ou 3 jours avant le match. Déjà dans la préparation, bon, c'est peut-être plus compliqué, quoique on est arrivé au niveau, on doit être prêt tout de suite. Moi je trouve que c'est un arbitre qui est calme, qui n'est jamais dans l'énervement, il donne une image sereine et ça c'est important, vous voyez. Il ne s'énerve pas, il est calme. Et un arbitre qui est calme, il a contribué aussi, je pense, à la sérénité du match et des débats. Donc voilà, moi je trouve que c'est un arbitre qui est en devenir, à qui la DTA, la direction technique de l'arbitrage, confie des matchs de plus en plus importants. Il faut quand même rappeler que l'année dernière, il a dirigé la finale de la Coupe de la Ligue entre Rennes et Saint-Étienne. D'ailleurs, chacun avait loué son bon arbitrage. Donc c'est un arbitre qui monte et c'est peut-être l'arbitre de demain, en tout cas, qui est considéré comme un des meilleurs. Oui, c'est complètement différent par rapport à Monsieur Clément Turpin la semaine dernière. C'est pas le même arbitrage, bon, c'est vrai que c'est pas le même match. Il a eu cette situation à gérer avec ce carton rouge et ce penalty, et forcément, en prenant une telle décision, après le match, il est beaucoup plus compliqué à gérer, d'autant plus qu'il restait pratiquement une heure de jeu. Je crois qu'il a pris cette décision à la 30e minute. Donc bien sûr, après, c'était plus compliqué. Hier, il y avait l'engagement physique, hein, mais le match n'a jamais dérapé, il n'a jamais dégénéré. Donc les cartons qu'il a mis, tous les cartons jaunes qu'il a pu mettre, me paraissaient assez justifiés. Après, il y a aussi le temps additionnel qui a fait un peu débat. Moi, on a mis un certain temps à quitter la pelouse même. Donc tout ça, l'arbitre a décompté, les remplacements, les blessés. On a mis 5 minutes. Il faut quand même rappeler que le chronométrage relève du pouvoir discrétionnaire de l'arbitre. C'est l'arbitre qui décide, et non pas le quatrième arbitre. Hein. C'est l'arbitre qui décide du temps additionnel et communique par les oreillettes à son quatrième arbitre qui ensuite brandit le panneau. D'accord, très bien. Vas-y, Florian. Oui, bonjour. Moi, je voudrais réagir sur
La déclaration que vous avez faite là aujourd'hui sur le média sport.fr, donc à savoir privilégier les, les arbitres des autres pays pour des chocs de championnat, mais de façon à ce que ça soit proportionné après. Donc, mais vous croyez sérieusement que les autres ligues, par exemple en Angleterre ou en Italie, ils vont vouloir des arbitres français pour diriger des, par exemple, un match comme Inter contre Milan AC ou Juventus Naples? Je sais pas, c'est une idée comme une autre. Je sais que dans le passé, des arbitres étrangers sont venus diriger des matchs en France. M. Colina était venu à Lyon, j'ai mis souvenir son nom. Sinon, que notre arbitre italien est venu diriger le Bordeaux. Il y a eu un arbitre espagnol qui avait dirigé un match à Montpellier-Monaco. Quand nous étions en stage, à cette époque-là, en début d'année, toujours en fin de la semaine de janvier, est parti en stage de Talasso à Quiberon et comme Michel Vautreau ne voulait pas que les arbitres quittent les stages, donc il y avait des accords à la fois de la fédération et de la ligue pour faire appel à des arbitres étrangers. Donc pourquoi pas ne pas restituer les échanges, mais il faut que la réciprocité soit vraie. C'est-à-dire que si on fait venir en France des arbitres étrangers pour des chocs, il faudrait aussi que nos arbitres français puissent aller diriger les matchs importants en Allemagne, en Angleterre, en Italie ou en Espagne. Moi j'ai toujours rêvé d'aller arbitrer un match en Angleterre, de championnat. Je vais aller arbitrer les Coupes d'Europe, mais c'est un championnat qui n'est pas payé. Ça, c'est une idée comme une autre. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'histoire, qu'il n'y aura pas de polémique, il y en aura toujours. Et la fois, ce qui est passé en Espagne, ce week-end aussi, avec l'arbitre du match Barça-Real, qui a été assez contesté, en tout cas, le penalty qui n'a pas sifflé pour Madrid, a fait couler beaucoup d'encre. Donc voilà, c'est peut-être pour enlever de la pression aux arbitres nationaux, quoi. Maintenant, je ne dis pas que tout se passera bien, qu'il n'y aura pas d'erreur, mais ça peut être intéressant, et notamment aussi en Afrique, par exemple, pour développer l'arbitrage africain à progresser. Pourquoi aussi ne pas les faire venir en France, les former des matchs Ligue 2, national et tout ça, et que les arbitres aussi européens puissent aller arbitrer la CAN. Et longtemps, il y avait des arbitres européens qui allaient faire la CAN. Il faut aussi faire mieux chez nous. C'est une idée comme une autre. C'est sûr. En plus, ça permettrait peut-être aux arbitres français d'évoluer, ce qui, dans ce cas, on pourrait avoir de plus en plus d'arbitres français diriger des finales de Coupe d'Europe ou aller à la Coupe du Monde, ou voilà. Bon, là, on a un arbitre français, bon, Stéphane Hanois, qui est un français qui a dirigé les deux ans les demi-finales de l'Euro entre l'Allemagne et Belgique, je crois. Et bon voilà, donc j'espère qu'il sera retenu également pour la Coupe du Monde au Brésil. On sera à la fin de l'année. En tout cas, il est présélectionné. Je crois savoir qu'il y a une liste de 55 ou 58 arbitres qui sont déjà présélectionnés. Et ils vont en garder peut-être une trentaine, je ne sais pas combien, mais en tout cas, il y aura une dizaine d'arbitres européens qui iront à la Coupe du Monde. Et je pense que les arbitres français rêveraient aussi d'aller arbitrer comme ça des grands matchs à l'étranger. C'est toujours intéressant de découvrir comme ça d'autres championnats. Il y a eu longtemps un échange avec le Luxembourg. Alain Mer a très souvent arbitré des matchs de Ligue 1 chez nous, et grâce à ces matchs-là, il a acquis une expérience qui a permis d'évoluer au plus haut niveau en Europe et d'arbitrer des matchs de Champions League. Alors, il y avait des arbitres français qui allaient au Luxembourg, mais sans faire injure, le championnat luxembourgeois, il n'est pas du même niveau que le championnat français, anglais, allemand, italien ou espagnol, mais c'était des arbitres de national et de CFA qui allaient au Luxembourg assez régulièrement pour arbitrer des matchs de savoir division de seconde. Je me souviens, quand j'étais jeune arbitre de Ligue 2, il y a cela 20 ans, j'étais allé arbitrer un match au Luxembourg de première division, et ça avait été une belle expérience. D'accord. Et comment expliquez-vous que selon le pays, on n'arbitre pas différemment? Par exemple, en Angleterre, on laisse beaucoup évoluer le jeu, tandis qu'en France, on a plus tendance à faire les cow-boys en sifflant à chaque fois. C'est une question de mentalité. En Angleterre, c'est vrai que les arbitres laissent davantage jouer, il y a plus d'engagement physique, mais si vous avez un arbitrage anglais sur le cheval de France, je pense que les matchs peuvent vite dégénérer.
Parce qu'en Angleterre, les joueurs, entre eux, bon, ils sont rentrent dedans. Il y a un véritable engagement. Mais les joueurs l'acceptent. En France, si l'engagement physique n'est pas maîtrisé, il peut y avoir très vite des échauffourées, comme en Italie. Vous voyez, je crois que c'est la mentalité, enfin, c'est la culture du football français qui est différente de la culture du football anglais. Et d'ailleurs, on voit les arbitres anglais quand ils disputent, enfin, quand ils arbitrent des matchs européens, je dis que c'est pareil, notamment les Italiens, ils ont tendance à laisser beaucoup jouer. Mais ça, c'est dans les mœurs de l'arbitrage anglais. Voilà. Donc, vous savez, les personnalités sont différentes, donc il faut que les arbitres s'y adaptent. D'accord. Bruno Derrien, vous avez également officié lors de 40 rencontres internationales. Oui. Donc, quelle rencontre vous a plus marqué vraiment sur ces rencontres internationales? Moi, j'ai eu le plaisir d'accompagner du quatrième arbitre une fois sur un grand match, un quart de Milan AC, Caracas, c'était un quart de finale de Champions League. C'était exceptionnel, le derby milanais, Stade San Siro qui était plein, une ambiance formidable. Et moi, j'étais très bien passé. J'étais allé aussi une fois avec Gilles Vessière à Barcelone. Voilà, et à Manchester, c'est des grands stades, des grands stars sur le terrain. C'est toujours comment dirais-je, pour un arbitre merveilleux de découvrir comme ça des stades, des matchs pareils. J'ai eu l'occasion de découvrir aussi des pays où je ne serais jamais allé si je n'étais pas arbitre. Je suis allé en Chine, arbitrer le championnat du monde universitaire en 2001. Je suis resté 15 jours à Pékin. Au-delà des matchs, on découvre aussi des pays assez extraordinaires. Je suis allé au Qatar, arbitrer le championnat du Qatar pendant 15 jours. J'ai arbitré 5 matchs. Voilà, j'ai découvert ça, des cultures, des pays et des footballs différents du monde. Et je crois qu'au final, ça enrichit tous. D'accord. Et vous avez commencé aussi en Ligue de Bretagne et une carrière professionnelle qui a débuté en novembre 91 avec un match de Ligue 2, je crois, non? C'est ça? Oui, mon premier match de Ligue 2, c'était Laval contre Ancenis. Ça devait être... J'ai joué 3 ans en Ligue 2. À l'époque, il y avait 2 groupes de Ligue 2. Il y avait un groupe au nord de la Loire et un autre groupe au sud de la Loire. Et c'est en 1993 qu'il y a eu, à l'époque, ils avaient appelé la Super D2. Donc les 10 premiers de chaque groupe avaient été donc mis dans un seul groupe. Et les 10 derniers de chaque groupe avaient été rétrogradés en national. La création du national à l'époque. Et donc j'ai rentré en novembre 91, mon premier match de Ligue 2, Laval Ancenis, et sur le banc de Laval, il y avait l'emblématique entraîneur de Laval, Michel Lemillinaire, qui a été le grand entraîneur de Laval pendant plusieurs années, qui avait amené Laval dans les années 70-80 en Coupe d'Europe. Et voilà, c'était mon premier match. Et puis mon second match était ensuite en Angers, Dunkerque. Il y avait Ali Dupont qui était sur le banc de Dunkerque. À l'époque, on travaillait à Dunkerque, et sur le banc d'Angers, je me souviens, c'était Hervé Gauthier. Et cette saison-là, donc c'était la saison 91-92. Angers avait terminé premier ou second, et était monté d'ailleurs en première division. Voilà, ça a été mes premiers débuts dans le monde professionnel. D'accord. Puis en 96 aussi, je crois que vous avez aussi officié lors d'une finale de Coupe Gambardella entre Nantes et Montpellier. Ça a dû être aussi vraiment un moment aussi... Oui, je suis le dernier arbitre senior à avoir arbitré la finale de la Coupe Gambardella. C'était Nantes-Montpellier. Dans les buts de Nantes, il y avait Landreau. Nantes a été battu 1-0 par Montpellier, de Jean-Marie. C'était en levée de rideau de la finale de la Coupe de France, entre Auxerre et Nîmes. Mais Auxerre a fait le championnat de la Coupe. Et Auxerre jouait Laurent Blanc. Et c'était au Parc des Princes. C'est l'avant-dernière finale qui s'est jouée au Parc des Princes. La dernière était en 97, Gaël Henry, parce qu'en 98, elle était éliminé de la République de France. Et la finale, si mes souvenirs sont bons, c'était PSG, elle lance. Et depuis 97, donc, ce sont des jeunes arbitres de la fédération qui dirigent la finale à Coupe-Gambardella, c'est-à-dire à 120, clairement. Et donc j'étais le dernier arbitre senior, arbitre en Ligue 2, avant de diriger la finale de la Coupe Gambardella.
Et Nantes, c'était l'équipe qui sera championne de France 5 ans après, en 2001. Dans cette équipe-là de Nantes, il y avait Simpson à son bon, il y avait donc Landreau dans les buts, il devait y avoir Sabino, il devait y avoir... Enfin, toutes ces générations-là, les noms échappent, qui 5 ans plus tard sera championne de France. Et Jean-Marie, qui n'était pas un espoir montpelliérain, maintenant après, il a marqué un beau but, mais il a un peu disparu. Je crois qu'il est parti jouer en Espagne. Et la souvenir de cette finale, c'est qu'en demi-finale, il y avait eu de France un match entre Nîmes et Montpellier. Et Montpellier jouait déjà en Ligue 1 et Nîmes était en National. Et Nîmes avait gagné contre Montpellier au postière. Et Nicolas avait dit que si il était battu à Nîmes en demi-finale, il reprendrait chez lui le cheval. Et tous les supporters nîmois qui étaient au Stade de France scandaient, je me souviens, pendant mon match, ou à la fin de mon match, Nicolas un cheval. Donc par des fins, c'était assez extraordinaire. Mais le loup avait été ravi parce que ces petits avaient gagné la finale dans un Ardella. Je le vois encore au bord de la touche, embrassant tous ces joueurs. D'accord. Et le 20 mai 2007, votre dernier match de compétition, ça a été Guignon-Bastia. Et c'est pourquoi vous avez arrêté votre carrière d'arbitre? D'abord, la limite d'âge des arbitres, c'est 45 ans. Même si aujourd'hui, elle n'a plus, mais à mon époque, c'était 45 ans. Et moi, j'ai arrêté donc à 43 ans, parce que malheureusement, j'avais été pendant 11 ans en Ligue 1, et au terme de la saison 2005-2006, j'ai été mis en Ligue 2. Un match de Bordeaux-Lyon que je n'ai pas forcément bien réussi, mais après lequel il y a eu des problèmes. Enfin, j'ai contesté la notation. Et ayant été rétrogradé en Ligue 2, quand vous étiez à l'époque rétrogradé en Ligue 2 de l'âge de 40 ans, je faisais un an en division inférieure et vous étiez interne dans votre carrière. Donc, mais comme j'avais intenté une action en justice devant le Conseil d'État, je ne savais pas que ce serait mon dernier match. Je n'avais pas d'espoir. Le Conseil d'État me reconnaît dans les droits et me réhabilite. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que l'affaire a été jugée en février 2008 et j'ai été dégoûté. Donc j'ai arbitré mon dernier match de Lyon-Bastia en mai 2007. D'accord. Florian, tu as des questions pour notre invité? Oui, comment expliquez-vous que maintenant que principalement tous les joueurs ils contestent les décisions ou ils prennent de haut l'arbitre ou qu'il y ait des vous savez, cette contestation sur le terrain, malheureusement, elle existe depuis de très nombreuses années. Moi, j'y souviens des années 70-80. On voyait les fonds des arbitres qui sont pénalty, qui sous la pression des joueurs reculer, et j'en ai bien une fois, il avait pratiquement reculé jusqu'à une médiane, de ne pas approcher de la surface. C'est le seul sport où l'arbitre, sous la pression physique des joueurs, je crois que ce n'est pas acceptable. Plus un arbitre est serein, meilleur il est. Et au rugby, on voit, il y a quand même un profond respect à l'égard de l'arbitre, personne ne vient contester, l'arbitre explique calmement sa décision aux joueurs, aux capitaines, au tennis. Moi, j'ai jamais vu un joueur de tennis monter sur une chaise d'un arbitre. Il a eu secoué comme un pilier, donc voilà. Je crois que le foot, malheureusement, la contestation, c'est un peu le cancer. Et ça, il faut arrêter. Personne n'y aille, parce qu'un arbitre, c'est comme un joueur, il a besoin de sentir autour de lui un climat de confiance, un climat de sérénité, pour être au top, pour prendre des bonnes décisions. Et quand vous voyez des arbitres comme ça qui sont entourés, malmenés, on l'a vu hier, quand il va exclure le Moine, tous les joueurs de Saint-Etienne, une partie étaient autour de lui, tous les joueurs de Paris étaient autour de lui, et l'arbitre au milieu, vous imaginez, ces images ne sont pas bonnes, et puis ça pas bonne pour le football amateur. Ce qu'on voit au plus haut niveau, eh bien, ça renforce après la contestation à la base, dans les matchs du dimanche chez les amateurs. Je lisais ce matin dans le Parisien un article sur les agressions d'arbitres. Bon, elles ont toujours existé, moi-même j'ai été agressé il y a 30 ans. Mais quand vous voyez au plus haut niveau un arbitre qui est malmené, ben, faites pareil le dimanche sur le terrain de district et de ligue. Sauf que nous, au plus haut niveau, on est protégé physiquement, on voit rarement, enfin, c'est exceptionnel, parce que j'ai jamais vu même un arbitre se faire frapper par un joueur ou violemment bousculé, parce que c'est la fin d'une carrière
professionnelle. Mais dans l'amateur, c'est plusieurs dizaines, une centaine d'arbitres qui sont malmenés tous les ans, et même agressés avec des agressions temporaires de travail. Et ce matin, ils évoquaient que même certains vont faire après pour revenir sur le terrain, pour dépasser tout ça. Ils font appel à des psychologues du sport, parce que quand vous avez vécu des moments où vous avez été malmené, menacé, agressé, après vous revenez avec la peur au ventre sur un terrain. Si vous avez la peur au ventre, je pense qu'ils ont dû s'arrêter. Donc c'est tout ça qu'il faut faire attention à l'image qu'on véhicule, à l'exemplarité qu'on doit avoir quand on est au plus haut niveau. Et justement, les jeunes des centres de formation, ils sont sensibilisés à ça ou il faudrait davantage les sensibiliser. Je pense qu'il faut revoir, pour certains c'est trop tard, mais dans la formation des jeunes joueurs, dans les centres de formation, il faudrait leur inculquer le respect à la règle, leur expliquer déjà les lois du jeu. Il y a beaucoup de joueurs qui ignorent, des coachs aussi, qui ignorent les lois du jeu. J'entends des fois des choses. Mais la main est involontaire, elle doit plus siffler un coup franc direct. Mais non. La main ou elle est volontaire et elle est sanctionnée d'un coup franc direct si elle est commise à l'extérieur, sur certaines interventions, ou la pénalité, dans aucun cas d'un coup franc indirect. Il faut entendre ça. Voilà, ce genre de choses. Et puis, donc, il faut d'abord expliquer aux jeunes les lois du jeu. Il est quand même normal qu'on connaisse les lois d'un sport qu'on pratique. Ça me paraît un minimum. Ensuite, aussi, leur inculquer la politesse, le respect de l'arbitre, le respect de l'adversaire, le respect des dirigeants. Tout ça, c'est qu'il faut revoir aujourd'hui dans les centres de formation, dans les écoles de football, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Donc il faut être intransigeant là-dessus, dans le comportement. Quand on est un joueur de haut niveau, on doit avoir un comportement exemplaire. On peut aussi des fois déraper parce que ce sont des hommes. On peut admettre un sentiment de frustration sur un terrain quand on sent qu'on est victime d'injustice. La frustration, elle est compréhensible dans le sport, mais entre la frustration et des contestations véhémentes, il y a un pas de pas franchir. Nicolas, Oui. tu as des questions non, pour... Oui, monsieur Derrière, j'aimerais savoir après ce que vous pensez de l'épisode de Leonardo. Parce que on a appris que en fait sa sanction ne serait pas étendue et tout ça, et qu'il a réussi quand même à se défendre par le tribunal administratif. J'aimerais savoir quel est votre sentiment dessus. Est-ce que c'est un désaveu pour les arbitres ou je ne sais pas. Alors, d'après ce que je sais, j'ai déjà entendu le tribunal administratif, j'ai cru le lire dans un journal, c'est que le tribunal administratif, eux, ils ont une lecture juridique des choses, ils ne rentrent pas dans le côté sportif. A priori, c'est un référé, et moi j'en ai fait un aussi dans mon affaire, il a demandé un référé c'est-à-dire que ça suspend la décision. C'est-à-dire que pour l'instant, le tribunal n'a pas jugé dans le fond, ils ont jugé dans la forme. Et ils ont estimé, et quand vous saisissez le tribunal administratif, le tribunal administratif doit se poser deux questions. La première question, y a-t-il un caractère d'urgence? Si le tribunal estime qu'il y a un caractère d'urgence, il doit répondre à la deuxième question. Et la deuxième question, c'est y a-t-il un doute sérieux sur la légalité de la décision prise? Et à ces deux questions, le tribunal a répondu oui. Pourquoi? Parce que Leonardo n'avait pas de licence de dirigeant à la fédération ou à la ligue. Donc, on ne pouvait pas suspendre quelqu'un qui n'a pas de licence, tout simplement. Donc, ils n'ont pas jugé dans le fond, ils n'ont pas jugé de savoir si la sanction était conforme, si la bousculade avait lieu ou pas. Ils ont estimé à partir du moment où Leonardo n'avait pas une licence de dirigeant, on ne pouvait pas le suspendre. Voilà, c'est une lecture juridique. Donc, ils ont suspendu la décision et ramené l'affaire dans le fond. C'est-à-dire qu'elle sera jugée plus tard dans le fond. Voilà ce qu'il est qualifié, le tribunal administratif. Mais ça n'enlève à rien que Leonardo, il a donné un coup d'épaule à Alessandro Castro, tout le monde l'a vu à la télé. Je pense qu'il aurait dû faire un bon endroit tout de suite en disant voilà, je ne suis pas comporté, c'est pas moi, je m'en excuse. Voilà, je regrette ce geste, et je pense que s'il a eu cette défense-là tout de suite, peut-être que la sanction aurait été moindre. Maintenant, il peut reprendre une licence, mais j'ai cru dire aussi que la fédération n'avait pas demandé l'extension de la sanction au niveau européen, donc c'est-à-dire qu'il aurait pu entraîner ailleurs qu'en France maintenant pour cette saison-là.
avec vous aussi, c'est par rapport à la saison dernière, par rapport comment dire, à l'expulsion de Thiago Silva. Vous vous souvenez quand c'était à peu près dans le même match, je crois, comme Thiago Silva, il agrippe l'arbitre et il expulse. Ouais, bon, tout ça c'est vieux, bon. Oui, non, mais c'est juste à peu près pour par la suite, si ça venait à se reproduire dans la saison. C'est juste pour avoir un avis d'un arbitre international, un ancien arbitre. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui consiste à dire qu'on ne touche pas à l'arbitre. Alors, on peut toucher à l'arbitre dans le jeu, à geste amical, ça on peut l'accepter. Après, tout geste véhément à l'égard de l'arbitre pour venir contester et sanctionner. Je sais que les arbitres ont été sensibilisés à cela. Ils ont dit non, la direction d'arbitrage, au niveau français et au niveau européen, demande à ce que les arbitres soient extrêmement sévères pour tout geste qui pourrait être déplacé à leur égard, de toute contestation véhémente. Donc voilà, au nom de cette loi qui consiste à dire qu'on ne touche pas à l'arbitre, donc Alessandro Castro avait estimé que Thiago Motta, c'était le Motta, Non, Silva. Thiago Silva, pardon, avait eu une attitude inconvenante à son égard et l'avait donc expulsé. Bon. La commission de discipline, je crois qu'elle avait sanctionné Thiago Silva de 2 matchs, je ne sais plus. Oui, c'est Voilà, donc de manière générale, moins on touchera l'arbitre, mieux ce sera. Voilà, on ne touche pas l'arbitre, on ne doit pas y toucher. Mais on ne doit pas l'entourer, on ne doit pas voilà. Ça, c'est une règle qui est absolue, qui figure, mais on ne touche pas l'arbitre. Voilà. Bon, après, il y a des arbitres qui acceptent certaines attitudes, ou d'autres qui n'acceptent pas. Mais après, ça dépend aussi de la personnalité des arbitres. Moi-même, en 1996, j'avais expulsé un joueur de Mulhouse, Siergan, il dit qu'il m'avait violemment bousculé. Quand il dit bousculé, j'avais reculé de 2 mètres. Je lui ai donné un deuxième avertissement, donc carton rouge, et quand il a vu que je sortais le deuxième, là, il avait complètement dérapé, il m'avait violemment bousculé, j'avais reculé de 2 mètres. Et là, il avait pris 4 mois. Oh la vache. C'est bousculade d'arbitre, c'est 6 mois pendant le match, et après le match, c'est 1 an. Parce qu'on estime que c'est un facteur aggravant de s'en prendre à l'arbitre après le match. D'accord. Voilà. Florian? Ouais, comme la suspension qu'avait eu Fernandez je crois qu'il avait barré la route à l'arbitre dans les couloirs du parc. Non, c'était dans le parking du parc. Ouais, Mais il y a eu la voiture devant la voiture de l'arbitre, c'était Gilles Messier-là. Un PSG Bordeaux en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et je crois que lui, ça avait été suspendu aussi plusieurs mois de suspension. C'est moi. Je préfère, ne pas revenir sur là-dessus. Vous voyez, les décisions qui ont été prises il y a quelques années en arrière. Il faut simplement rappeler, surtout on est en période de journée d'arbitrage actuellement, où on essaie de mettre à l'honneur la fonction d'arbitre, de susciter des vocations, parce qu'on manque d'arbitres, il n'y en a que 25 000. En France, il y en a autour de 50 000, donc on appelle un peu au respect de la règle, au respect de la fonction. Le foot n'a pas été inventé, le sport en général n'a pas été inventé par les arbitres. Il n'y a pas de sport sans arbitre. Il faudra toujours quelqu'un qui soit sur le terrain pour faire appliquer la règle. Et il y aura toujours une question d'interprétation, de subjectivité dans la décision de l'arbitre, parce que ça est une activité humaine. Et s'il n'y avait pas d'arbitre, ce serait, alors imaginez l'auto-arbitrage, déjà qu'avec des arbitres, c'est deux fois difficile à enfin, ce serait l'anarchie la plus totale. Tout à fait. Et votre avis sur la double peine? Vous pensez que c'est une chose La que... double peine, pourquoi elle a été instaurée? C'est faire un petit rappel, parce que dans les années 90, 80-90, il y avait une pratique de l'anti-jeu et j'ai un système. On avait de moins en moins de buts, beaucoup d'anti-jeux, des joueurs qui partaient au but, qui étaient fauchés, dans la surface de réparation ou juste à l'extérieur. Donc, intérieurement, on a demandé plus grande sévérité en mettant une épée de Damoclès au-dessus de la tête des défenseurs et du gardien, ça pour que l'un est irréparable. Et si j'ai fait faute, je vais être expulsé. Pour qu'il y ait plus de jeux, plus de buts. Voilà. Donc, après, maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Où est-ce qu'on veut le principe de l'anti-jeu, qu'il y ait moins de buts, plus de fautes, ou est-ce qu'on veut plus de jeux fluides? Moi, je pense qu'il
football gagnera lorsqu'il y aura de belles actions menées au bout, c'est-à-dire qu'elles vont aller au terme, et non plus aujourd'hui stoppées par des tirages de maillots, par des joueurs qui sont retenus. Bon, voilà. Après, maintenant, dans l'application, des fois, ça pose problème. Très souvent, c'est le gardien de but qui est exposé, ils le savent. Souvent, les double peine, elles concernent le gardien, des fois les défenseurs, et très souvent, ça concerne les gardiens. Après, l'arbitre doit prendre en considération la trajectoire du joueur et du ballon, vers le but, dans l'axe du but, auquel cas, c'est carton rouge. S'il s'éloigne du but, vers le poteau de corner, c'est carton jaune. Voilà, après, des fois, il y a des cas, on se dit, oui, mais là, pourquoi il a mis rouge, il y a encore un dernier défenseur. Alors, cette notion de dernier défenseur n'existe pas. L'arbitre, quand il y a une seule question à se poser, est-ce que cette faute aurait ou non une action nette de but? S'il estime que oui, c'est carton rouge. Voilà. D'accord. On sait que Platini est contre, notamment pour les gardiens. Il estime qu'en soi, le pénalty qui fait par la coupe de réparation répare la faute parce qu'il est marqué. Il y a des cas où le pénalty n'est pas marqué et qu'il y a une vraie chance de but. Par exemple, mettez un défenseur sur sa ligne de but. Le ballon va rentrer dans le but, il met la main. Comme le ballon n'est pas rentré dans le but, l'arbitre ne peut pas avoir une ligne de but. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il expulse le défenseur, ici pénalty. Et après le pénalty n'est pas tiré, il est raté, ou il est raté, ou même arrêté par le gardien de but. Donc la réparation n'a pas eu lieu. Vous voyez? C'est pour ça qu'on met le carton rouge. Mais quand on a un attaquant qui marque un but de la main sciemment, qui essaie de tricher, lui, il est vraiment pas petit d'un carton jaune. Donc je trouve qu'essayer de marquer de la main, c'est une tricherie aussi. Ça devrait être sanctionné d'un carton rouge. D'accord. Et vous, en tant qu'ancien arbitre international, vous militez pour l'arbitrage vidéo? Oui, dans la surface de réparation, maintenant, c'est une de but. Ils vont mettre un système, notamment pour la Coupe du Monde, ils vont tester pour la Coupe des Confédérations. Il faut placer la ligne de but sur surveillance. Il ne faut plus qu'on revive des matchs comme Angleterre-Allemagne. C'est le but de Lampard qui avait franchi clairement la ligne d'un mètre. Donc là, maintenant, c'est un système qui s'appelle cage. Je crois que c'est comme au tennis. Donc, il y aura des capteurs dans le ballon, je crois, et dans les buts. Et dès que le ballon a franchi entièrement la ligne, et bien sur la montre de l'arbitre, il y aura une mention à une cause. Donc ça va au moins sécuriser l'arbitre qui concerne la ligne de but. Ensuite, moi je pense qu'on peut peut-être aller un peu plus loin sur la validité des buts, parce que les buts sont tachés d'une faute ou non, qui a été marqué de la main, faire tirer Henry par exemple contre l'Irlande, ce genre de choses dans notre Maradona. Mais la vidéo sera très peu utilisée, donc elle a coûté cher, l'instauration peut coûter cher pour une utilisation qui peut être extrêmement limitée. Mais aujourd'hui, comme on n'accepte plus les erreurs, c'est tout de suite des tonnes de polémiques et tellement d'enjeux économiques et sportifs que bon, l'erreur des arbitres n'est plus tolérée. Mais on aura toujours, même la vidéo ne va pas résoudre tous les problèmes. Il y a des images où c'est du 50-50. Est-ce qu'il y a faute ou pas faute? Est-ce que la balle est volontaire ou involontaire? Au final, il faudra bien prendre une décision. Donc, ce sera quelqu'un qui va arrêter quelqu'un pendant une heure devant l'image. Donc, les revoirs le dire. Maintenant, ils ont demandé avant, il y avait uniquement la vidéo sur les essais. Maintenant, ils peuvent remonter l'action qui a même essai. On a dit, moi j'ai vu le match ici peut-être en moins, de la violation, où l'arbitre systématiquement devant les vidéos. Donc, tout le public sur la rédemption qui criait vidéo. Le match s'arrêtait longtemps. Moi, je ne sais pas sur le sport. Et puis le football, contrairement au rugby, ça se fait en mouvement perpétuel. Dans le rugby, il y a beaucoup d'arrêts. Donc un sport qui est en mouvement, c'est difficile. Donc si vous estimez que la vidéo est utilisée, si vous avez un doute sur le but qui est arrangé ou pas, alors vous regardez la vidéo, mais 2 minutes avant, il y a une rentrée de touche qui n'a pas été donnée à la bonne équipe. Et la suite de cette rentrée de touche, c'est qu'il y a eu une attaque dangereuse et un but. Alors on revient à la rentrée de touche. Et avant la rentrée de touche, il y avait corner, il n'y a pas de silence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué. D'accord. Une dernière question peut-être, non? Nicolas? Non, c'est bon. Tiens. Une ou deux, si vous avez. Et le quatrième arbitre derrière le but, vous en pensez quoi? C'est pas une mauvaise idée. On a eu des cas où l'arbitre additionnel pouvait aider l'arbitre à prendre la bonne décision, et des cas malheureusement où l'arbitre additionnel
n'intervenaient pas dans le jeu. C'est dommage, donc il faut qu'ils prennent davantage leurs responsabilités et qu'ils sont là pour aider l'arbitre vraiment à prendre la bonne décision. Vous savez, deux perdieux à contrôler la surface va mieux qu'une perdue. Hein. Alors certains disent oui, mais plus vous multipliez les arbitres sur le terrain, plus vous multipliez le risque d'erreur. Un arbitre, une erreur, deux arbitres, deux erreurs, et cinq arbitres, cinq erreurs. Bon, il y a des choses, moi je ne la partage pas forcément. Il y a des cas vraiment où je me souviens, je peux en mémoire, il y a des cas où des arbitres de surface sont intervenus à deux décisions pour aider l'arbitre à prendre de la bonne décision. À contrario, il y a aussi des cas où l'arbitre de surface est resté inerte ou muet. Ça, c'est des situations où j'aurais pu intervenir. D'accord. Et vous avez aussi officié des classicos PSG Marseille ou Marseille Paris Saint-Germain? Non, parce que je suis parisien. Non. J'ai tout près du parc et j'ai toujours été arbitre de Paris. Et vous savez qu'il y a une certaine neutralité à respecter. Je n'ai jamais un arbitre sur un match d'un club de sa ligue. Par contre, je suis de retour, j'ai l'arbitre en Bretagne. Enfin, là, j'ai toujours refusé l'arbitre à Brest, parce que c'est dans ma jeunesse, ma scolarité à Brest, ma mère habite près du stade, donc je suis assez connu là-bas, je voulais pas être en difficulté, ni mettre en fait dans son pays. Mais j'ai toujours PSG Marseille, non, parce que je suis arbitré comme les Marseillais, donc jamais arbitré les classicos. Et vous avez reçu aussi le prix Jacques Marchand. Donc racontez-nous aussi un petit peu ce moment sûrement magnifique pour vous. C'est sa récompense en la carrière. Enfin, racontez-nous un petit peu. Le prix de l'éthique, l'éprouve de l'esprit sportif Jacques Marchand, qui a été un grand journaliste, une grande équipe qui était rédacteur en chef politique. C'était un journaliste spécialiste du vélo, du cyclisme. Et donc il y a ce prix qui porte son nom. J'ai été honoré par le comité olympique français, par l'association française d'intérêt sport sans violence, qui honore tous les ans, au mois de décembre, un certain nombre d'anciens sportifs ou de sportifs en activité, des gens qui ont brillé lors des championnats du monde, lors des Jeux olympiques, parce que ils récompensent tous les sportifs de tous les sports. Hein. J'ai été honoré en tant que Gonavini, ancien entraîneur de l'équipe de France féminine, qui avait amené l'équipe de France assez loin. Il a été en Allemagne, je crois, en Coupe du Monde. Moi, j'ai eu mon prix en 2011. Enfin, je sais que l'équipe de France féminine avait fait un beau parcours, donc elle a été récompensée pour l'ensemble de son œuvre. Il y a les prix de mon copain, il y a les prix par des noms de grands anciens joueurs, grands anciens dirigeants ou journalistes. Et moi, j'ai eu le plaisir d'avoir le prix Jacques Marchand. C'était oui, une certaine forme de récompense, d'autant plus que ma carrière n'était pas très bien terminée. Et au moins, j'ai été reconnu par le comité olympique français pour ce que j'ai fait sur le terrain. D'accord. Vous avez plus de questions, les gars? Non. Non. Bah écoutez, monsieur Derrien, je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Hein, c'est très gentil de votre part. Je vous en prie. Et bonne chance à vous et puis bonne nouvelle vie à votre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio Oville Lumière en fait. C'est un. Oville Lumière, mais c'est une radio web. Une radio web. Ouais, une web radio, oui, tout à fait. Une web radio. Avant tout parisienne, bien entendu, mais on parle aussi un peu de tout. Et c'est très gentil d'être passé sur nos ondes. Hein, franchement, encore merci. Hein. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc on va reprendre un petit peu à noter que mercredi nous aurons Sylvain Alexis, de France Bleu 107.1, donc il travaille avec Michel Collard comme j'ai dit la dernière fois, et jeudi 31 octobre nous aurons, je ne sais pas si vous connaissez, hein, je vais vous le dire, il s'appelle Alexis Bernard, donc il est rédacteur en chef du Disport, hein. Donc c'est un site bien entendu, donc c'est le rédacteur en chef. D'accord. Donc il est très gentil d'avoir accepté aussi. Hein. Il s'appelle Alexis Bernard. Tu connais, non, Florian? Non, du tout. Non. Enfin, Bon, en fait, c'est le journal, mais je connais pas Voilà. le nom. Disport. Comment? Moi, je le connais, donc.
Ouais, bon, il est très gentil, hein. Il a accepté tout de suite, on a trouvé un créneau. Donc il s'appelle Alexis Bernard le jeudi 31 octobre à partir de 18h. Ensuite, je vais vous dire aussi quelques réponses que j'ai eues positives. Donc c'est toujours un plus, hein. Geoffroy Garretier. Donc lui, Geoffroy Garretier, ce sera le vendredi 8 novembre à 18h. Il y a Johanna Frenden, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, elle est plus journaliste suédoise, mais elle parle bien entendu française. Et elle n'était pas agent de joueur, elle, aussi? Là, C'était pas l'ancienne agent de Tebano? là, tu me poses une colle. Faudra qu'on regarde sur Wikipédia. Non, je rigole. Non, faudra regarder. Ah non, elle n'y est pas. Et Non. vas-y. Non, non, elle n'y était pas, c'est une journaliste du quotidien le plus célèbre En en Suède. Suède. Voilà, tout à Et fait. elle est à Paris depuis que Zlatan est à Paris. Tout à fait. Donc non, elle va passer d'ici peu de temps. On avait planifié une date, c'était un samedi. Mais après, si on peut changer, j'essaierai de la faire changer, puis moi aussi. Donc c'était samedi 2 novembre à partir de 14h, on verra bien. Donc je vais vous dire aussi quelques noms encore quand même qui font plaisir à qu'il y ait des réponses, on va dire, hein. Donc il y a Romain Delbello qui a accepté, bien entendu. Donc il faut planifier une date, il veut pas le lundi, mais c'est pas grave, on va trouver une journée dans la semaine. Donc Romain Delbello de Canal+. Valérie Pérez, donc elle travaille c'est une journaliste aussi. Bon, elle s'occupe pas du foot, hein. Donc il y a Marc Libra, donc un ancien joueur de football. Et il y a encore plein de monde, quoi. Je suis vachement content, c'est vrai que c'est bien, quoi. Après, je vais regarder vite fait combien on a été écouté. Au début, ça... Ah oui, il y a Patrick Trottignon. Patrick Trottignon, c'est le président d'Evian. Et j'ai pris contact aussi avec l'attaché de communication de Toulouse, pardon. Et on risquerait d'avoir Alain Casanova. Bon, après, on verra, hein, mais je suis avec la communication de Toulouse. Donc ce serait bien d'avoir même un joueur ou l'entraîneur, hein, ce serait magnifique, moi je dis. Nickel. Donc vous l'avez trouvé comment, notre invité? Bien, gentil, hein, franchement gentil. Hein. Bon, comme tous ceux qu'on a eu jusqu'à présent, hein, Voilà. ils sont gentils, simples et ils répondent très facilement aux questions. Tout à fait. C'est vrai que il est vraiment gentil et puis accessible, hein. C'est vrai que je pensais pas qu'il allait répondre aussi assez rapidement, hein. Donc c'est bien. Et de votre côté, si vous voulez, vous pouvez aussi essayer de faire des recherches pour avoir des anciens joueurs, même des anciens joueurs ou même des joueurs de Ligue 2, hein, de joueurs de Ligue 2, même de National. Là, j'ai quelques jeux. J'ai demandé à Romain Rocky de Metz, mais il m'a toujours pas répondu. Ouais, faut attendre un petit peu. Ou alors s'il a un compte Twitter, faudra regarder. Et bon, faut attendre un petit peu. Mais sinon, même des joueurs de National, hein. Là, on va peut-être avoir des joueurs du Paris FC. Donc il y a Bafodé Diakabi, donc c'est un joueur du Paris FC. Et Zakaria Oumouche, mais lui, il est plus au Paris Saint-Germain, il s'occupe des U12. Donc voilà. Donc on a été écouté. Au début ça a bugué un petit peu, donc on n'a pas été écouté beaucoup. Alors la fin, 56. Oh bien, de mieux en mieux. 56, mais au début il n'y en avait que 12. Donc au début je crois que ça devait pas passer. Bon, je sais pas ce que... Moi ça m'a déconnecté au début. Ouais, voilà. À mon avis, au début, ça fonctionnait pas. Mais le truc qu'il faut, c'est que par la suite, si vraiment on a encore des invités comme ça, moi, ce que je fais, c'est que j'achète entre guillemets, ça coûte, c'est une table de mixage. En fait, c'est un truc pour qu'il n'y ait pas de retour son et qu'on entende beaucoup mieux sur le site de la radio. En fait, sur le site de la radio, on nous entend, mais il faut mettre le volume à fond. Et c'est vrai que c'est un peu chiant, mais on nous entend quand même, hein, ça. Et le mieux, c'est une table de mixage et 2 cartes son. Bon, c'est ce que je vais faire, hein. Dans pas longtemps, je vais aller me procurer ça. Et là, à ce moment-là, ce serait comme si que, enfin, ce serait beaucoup mieux, quoi. Il n'y aurait pas de retour son et ce serait une web radio amateur, mais beaucoup mieux, on va dire. Là, on peut se servir des podcasts, hein. Là, je vais vous faire parvenir celui de Jean-Michel Badian. Donc il est quasiment fini.
Et celui-là, tout de suite dans la soirée aussi, quoi, après. Et sinon, mercredi, vous êtes disponible, non, pour Sylvain Alexis? Ou pas? À confirmer pour ma part. D'accord. Et toi, Nicolas? Souci. D'accord. Je crois que Jean-Charles, lui, sera là. Donc au pire, même si c'est pas grave, hein, t'as une vie aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Et c'est jeudi, hein, jeudi, on a Alexis Bernard. Tu tapes sur Twitter Alexis Bernard, et il est rédacteur en chef au Disport, quoi. Il est gentil aussi, franchement, hein, je suis content. En tout cas, je vous remercie encore, hein, tous les deux. Parce que bon, sans vous, j'arriverai pas non plus à faire tout ce que je fais là, hein, parce que il faut tenir l'interview, il faut, vous le faites très bien, et puis merci encore, quoi. Non, merci à toi. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, les gars. Et Bonne puis, soirée à vous aussi. ouais. Et je vous fais parvenir le podcast de Jean-Michel, hein, Jean-Michel Badiane, et puis celui-là de Bruno Derrien.